dans l'avenir? Alors, pour être très direct, je vous répondrai bien sûr que oui, mais je voudrais, avant de répondre et de rentrer dans les détails, remercier bien sûr très chaleureusement les organisateurs de nous accueillir et dire un grand merci aux jeunes Européens. J'ai beaucoup de respect pour vous et je vous remercie parce que ce genre d'événement, c'est ce qui contribue à développer l'esprit européen. Et nous sommes dans une phase de l'unification européenne où ce qui nous manque, ce qui est absolument indispensable pour que ce ne soit pas l'Europe du déclin, c'est qu'il y ait le souffle de l'esprit, c'est qu'il y ait une dimension, qu'il y ait un sens qui soit donné à l'Europe. Et c'est vous, la jeunesse, qui avez cet esprit, qui avez cet enthousiasme qui pouvait lui insuffler du sens. Et donc, je voulais vous remercier particulièrement et puis dire aussi un grand merci aux traductrices. Si vous n'étiez pas là, on n'aurait pas pu venir, puisque nous sommes venus du Luxembourg avec un groupe international qui fait partie de l'Université catholique de Leuven, qui en coopération avec un centre de recherche en politique sociale au Luxembourg fait un master international en analyse des politiques sociales. Et dans leur master, ils ont bien sûr un certain nombre de cours sur l'Europe sociale et différentes politiques sociales. Et donc, ce sujet me paraissait intéressant dans leur programme. Et c'est un groupe de 15 nationalités différentes de partout dans le monde qui s'est joint ici à vous et qui est certainement ravi d'entendre vos différentes interventions sur la construction européenne. Lorsque vous avez posé votre question, monsieur, j'ai pensé à Jean Monnet, qui a été cité dès le début. Et Jean Monnet a une phrase que j'aime beaucoup, qui m'inspire et qui dit que les hommes n'aiment pas le changement en général, ils n'aiment le changement que dans la nécessité. Et ils ne perçoivent la nécessité que dans la crise. Et nous sommes en plein dedans, dans la crise. Nous sommes, la crise dans son aspect apparent, c'est la crise financière que vous avez citée. D'autres disent la crise, c'est la crise de compétitivité, parce que nous sommes dans un monde dans lequel apparaissent de nombreux pôles de développement, apparaissent des pays émergents très compétitifs, et nous, face à ça, on est dépassés, on est dans la crise. Et pour moi, la mondialisation, ce n'est pas seulement cet aspect-là. La mondialisation, ce n'est pas seulement, c'est bien sûr l'aspect économique, l'aspect compétition internationale. La mondialisation, c'est tout un processus. C'est un processus global qui atteint l'ensemble des activités et l'ensemble de la société. Et en fait, c'est un processus qui nous mène dans une transition, dans une mutation vers la construction d'une nouvelle forme de société, une société globale, une société monde, comme l'appelle Edgar Morin dans ses ouvrages. Certains d'entre vous connaissent probablement ce grand penseur, Edgar Morin. J'ai bien aimé d'ailleurs que dans l'intitulé de cette conférence, il y ait le sous-titre « Quelle Europe voulons-nous bâtir ?» C'est cet esprit de bâtisseur. Parce que vous savez, comme le dit Saint-Exupéry dans son livre Terre des Hommes, j'aime beaucoup citer Saint-Exupéry. Saint-Exupéry dit que être homme, c'est précisément être responsable, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Et je me tourne vers vous tous, et notamment vers les jeunes. Vous pouvez contribuer à bâtir ce monde. Vous êtes en train de contribuer en posant votre pierre à bâtir ce monde. Alors, dans cette œuvre de construction, il y a tout ce changement sociétal. Et en quoi est-ce que je répondais tout de suite que moi je ne partage pas cette idée de l'Europe déclin, c'est que, voyez-vous, nous pouvons faire de grandes présentations sur les différentes réalisations économiques de l'Europe, nous pouvons entrer dans les détails techniques, institutionnels. C'est très intéressant, mais nous ne devons pas perdre de vue tout d'abord que ce qui donne du sens, ce n'est pas l'objet que nous avons aujourd'hui avec ces institutions, avec ces procédures de fonctionnement, mais c'est d'abord la démarche. Et l'Europe, c'est d'abord une méthode.
c'est d'abord une démarche. Et cette démarche, c'est cette construction, c'est comme une construction d'un immeuble avec beaucoup d'étages. On ne sait pas a priori le nombre d'étages. Donc il fallait mettre des fondations extrêmement solides. Et à chaque fois, on bâtit un autre étage sans avoir complètement terminé l'étage d'en dessous. C'est une construction à plusieurs étages. Et dans cette construction à plusieurs étages, la méthode que nous avons adoptée, c'est la méthode de la stratégie des petits pas. C'est une grande ambition, c'est une grande vision, l'Europe. Mais pour arriver à cette ambition, à cette vision, il s'agit d'être pragmatique. C'était le maître mot des fondateurs. Ils disaient qu'ils voulaient unir les peuples, donc c'est pas rien, c'est quelque chose d'extraordinaire au lendemain de la guerre. C'est le projet le plus enthousiasmant et le plus extraordinaire qui a été porté par le XXe siècle et qui continue au cours du XXIe siècle. Mais pour ce faire, il ne faut pas tomber dans l'utopie. Il s'agit d'agir progressivement, pas à pas, et d'assurer chacun de nos pas avant de faire un pas supplémentaire. Alors, dans ce processus-là de construction pas à pas, moi je dis toujours à nos étudiants, vous voyez, vous pouvez prendre l'Europe comme une sorte de laboratoire dans lequel on est en train de vivre, de mettre en pratique un certain nombre d'idées, de méthodes, et aussi de mettre en pratique un idéal. Et je pense qu'il nous faut être conscients de cette mise en pratique d'un idéal pour pouvoir cultiver en soi l'enthousiasme et presque, je dirais, une forme d'identité, de s'approprier cet idéal. Parce que, vous voyez, c'est peut-être pour les jeunes qui sont là devant nous, c'est peut-être une évidence parce que vous êtes nés dans la paix et vous grandissez dans la paix. Mais vous savez, c'est quelque chose de rare et de précieux dans le monde. Ne soyons pas européocentristes, l'Europe c'est un tout petit point sur la carte du globe. Regardez la carte du monde. Combien il y a de zones en conflit, de zones en crise, de zones en désespérance même. Et nous ici, nous sommes des privilégiés. Nous vivons dans une zone dans laquelle non seulement nous avons construit la paix, non seulement nous sommes arrivés à un processus de réconciliation profond entre des peuples qui pendant des siècles se sont entre-déchirés, non seulement nous avons appris à travailler ensemble, à vivre ensemble, à étudier dans les pays les uns des autres, à vivre dans les pays les uns des autres, mais nous sommes allés plus loin à cultiver ce qui est la devise de l'Union européenne, ce principe de l'unité dans la diversité. Et en ce sens, je pense que nous sommes un laboratoire qui est nécessaire pour le monde. Parce que la mondialisation, derrière ce caractère d'économie, de compétitivité internationale, si je devais schématiser la mondialisation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, voilà, le monde devient de plus en plus petit. On parle du village planétaire. Un certain nombre de défis et de menaces sont d'ordre global. Vous avez parlé en utilisant le mot universel. Il y a des problématiques universelles, globales. Vous prenez par exemple le problème de l'environnement. C'est assez évident que c'est une problématique globale. Quand il y a un accident nucléaire, les effets ne s'arrêtent pas aux frontières. Il y a des menaces sur la sécurité globale. Tout ça, ce sont des défis globaux. L'économie ne connaît plus les frontières de la géographie ou les frontières des États-nations. Les finances non plus. Et les finances ne sont pas régulées à l'échelle globale. Donc il y a toute une série de défis, toute une série de menaces, mais la mondialisation, ce n'est pas seulement ces forces destructrices ou menaçantes. La mondialisation, c'est aussi tout un ensemble d'opportunités, toute une nouvelle sphère qui s'ouvre à nous. C'est un ensemble de potentialités de développement pour les peuples et pour chacun d'entre nous, grâce à tous ces réseaux de communication. Eh bien, dans toute
cette dimension globale, nous avons en face une régulation qui reste à l'échelle nationale. Des décisions politiques les plus importantes sont prises par des États qui, par ailleurs, n'ont plus de véritable possibilité d'agir sur l'économie. C'est le marché, c'est la bourse qui dicte la loi, mais en même temps, officiellement, la loi est entre les mains des États. Si je devais schématiser, c'est ça. Et qu'est-ce que nous, en Europe, nous sommes en train de faire dans notre laboratoire? C'est que nous sommes en train d'expérimenter, encore une fois, avec des hésitations, pas à pas. Parfois, on fait des pas en arrière, parfois, on fait de grands pas en avant, mais on expérimente un système de gouvernance. Un système de gouvernance, on ne peut pas déjà l'appeler transnational, bien qu'il y ait des parties de la gouvernance qui soient déjà de facto de nature fédérale ou de nature transnationale. Et je fais référence par exemple à l'euro. Nous avons des parties où c'est mis en commun. Nous avons la monnaie unique. En tous les cas, pour les pays qui participent à l'euro, c'est déjà une sorte de pilier fédéral, la monnaie unique. La monnaie est gérée par une institution, la Banque Centrale Européenne, qui est une institution indépendante. Donc là, on peut dire, nous avons un modèle de gouvernance. Et croyez-moi, ce modèle de gouvernance, nous n'avons pas de schéma pour le bâtir. C'est la première fois dans le monde qu'on essaye de construire cette sorte de gouvernance transnationale, fédérale, à cette échelle-là, sans avoir d'exemple. C'est pas les États-Unis avec leur système fédéral, c'est pas l'Allemagne avec son système fédéral, c'est encore moins la Belgique avec son système fédéral qui marche pas bien. C'est quelque chose d'autre, si on tient compte de l'histoire, si on tient compte de tout ce de là où on vient. Donc en ce sens, c'est fascinant. C'est qu'au quotidien, on est en train d'expérimenter. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on prend des actions, il y a des réactions bien sûr, il y a des conséquences, on apprend de ces conséquences, on revient, on débat et on essaye d'avancer. Mais nous avons un certain nombre de problèmes que nous n'avons pas encore résolus et qui empêchent cette Europe fédérale de voir le jour et d'être un véritable modèle pour le monde, pour être vraiment autre chose que l'image de l'Europe en déclin que l'on nous présente. Moi, je ne crois pas que nous sommes l'image de l'Europe en déclin, mais on pourrait être beaucoup plus. On pourrait être vraiment avec une identité de modèle pour l'Europe, sans faire du chauvinisme. Ce qui nous manque beaucoup, c'est que tout d'abord, au niveau des États, nous ne partageons pas la même doctrine de l'Europe. Vous avez des États membres qui ont une doctrine ultralibérale, qui voient dans l'Europe plutôt une construction de grands marchés concurrentiels et qui pensent que c'est la libre concurrence qui est à la base de la croissance et qui sera donc ce qu'il faut cultiver le plus pour que l'Europe puisse se développer et que les peuples vivent dans la prospérité, et la prospérité amènera la paix, puisque ce sont les objectifs de toute cette construction. Et puis il y a d'autres États, parmi notamment les États fondateurs, qui pensent que non, ce n'est pas simplement un espace concurrentiel, mais c'est une construction d'ensemble. C'est quelque chose de beaucoup plus important. C'est une construction, comme je le disais tout à l'heure, avec plusieurs étages, qui doit nous amener à une Europe politique, à une identité politique. Mais quelle Europe politique? Quel visage va-t-elle prendre? On n'est pas non plus tout à fait d'accord là-dessus. Donc vous voyez, il y a deux sources de contradiction. Certains ne veulent pas entendre parler d'Europe politique, et d'autres, ils veulent bien d'une Europe politique, ils disent que c'est notre horizon, c'est ce à quoi on aspire. Mais quel genre d'Europe politique? Certains disent Europe fédérale, d'autres, dès qu'ils entendent le mot fédéral, ils ont une allergie. Donc, on n'est pas complètement d'accord au point de vue idéologique. Donc, ça veut dire, en fait, et c'est ça qui nous manque, et c'est ça à quoi je vous appelle de travailler, de bâtir, c'est que nous n'avons pas une vision. Nous n'avons pas une vision commune
de ce que nous voulons construire exactement. Donc on n'est pas des architectes très très compétents dans ce cas-là, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut exactement construire. Et puis il y a de l'autre côté, et je m'arrêterai là pour le moment, à mon sens, quelque chose d'autre qui manque pour que l'Europe soit véritablement un modèle dans le monde. Et je partage les remarques que vous avez faites par rapport aux réformes institutionnelles nécessaires, mais peut-être parallèlement ou auparavant, je ne sais pas, mais il me semble que ce qui nous manque, c'est que l'Europe, qu'on s'approprie l'Europe. C'est-à-dire que ce projet, cette construction si enthousiasmante, que ce soit plus seulement une histoire politique, c'est-à-dire appartenant aux hommes politiques. Je dois vous dire que fondamentalement, je n'ai pas une très grande, disons un très grand espoir, pour rester gentil, que nos problèmes seront résolus par les hommes politiques. Actuellement, je pense que dans les classes politiques, nous manquons de visionnaires, ce qui a été le cas des fondateurs. C'était des visionnaires. Ils nous ont proposé une vision de long terme, même s'ils nous ont donné des moyens très pragmatiques pour y arriver. Eux, ils avaient une vision de long terme qui était mobilisatrice, qui pouvait générer l'enthousiasme. Mais actuellement, nous avons plutôt des gestionnaires du court terme qui sont contraints par les forces économiques, les forces du marché. Alors, d'où va venir cette force si elle ne vient pas des hommes politiques qui vont faire des réformes institutionnelles? De tout un chacun, de nous tous, et notamment de la jeunesse. Mais comment est-ce que nous pouvons nous approprier l'Europe? J'entends ici et là, et ça fait longtemps qu'on parle de l'Europe des citoyens, mais pour moi c'est des mots tout ça. Comment est-ce qu'on peut s'approprier l'Europe si chacun d'entre nous, on ne sait même pas exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si quand on parle de l'Europe, on en parle comme d'une entité quelque part là-bas, loin, à Bruxelles, qui décide des choses qui nous embêtent. Quand ça va mal en France, et que c'est une campagne électorale, tout ce qui va mal, c'est la faute de l'Europe. Et c'est pareil dans les autres pays. Nous étions récemment en Finlande pour un séminaire, et c'était la période électorale, et nos collègues universitaires étaient catastrophés parce que le parti qui a raflé la majorité des voix pour un pays comme la Finlande, pays scandinave extrêmement europhile, ils étaient catastrophés parce que le parti qui a gagné, c'est un parti qui est pas spécifiquement européen, qui serait plutôt à des tendances nationalistes, etc. Et donc, quand on parlait avec eux, on leur dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air catastrophé, pourtant votre peuple a donné la majorité. Est-ce que vous seriez devenus anti-européens » Ils disent « Non. » Mais qu'est-ce que nous entendons de l'Europe en ce moment? Nous entendons que l'Europe, c'est la crise. L'euro va mal. Et alors, il faut que nous, les peuples, on fasse des efforts parce qu'il va falloir aider des pays comme le Portugal, comme la Grèce, comme l'Irlande, qui, eux, sont des pays endettés. Alors, nous, on fait de tout pour avoir un système budgétaire, fiscal qui tienne la route. On nous a imposé des conditions pour que l'euro marche, et ça, on le savait dès le départ. Et puis maintenant, il y a des pays qui ne gèrent pas bien leur économie, schématiquement, hein, c'est ce qu'on entend, et puis il faut que nous on paye. Alors on n'en veut plus. Et donc, dans l'esprit des gens, ces mécanismes de solidarité européenne, on n'a pas très bien compris ce que c'était. Alors, quelle est la proposition que je fais? C'est que l'Europe, c'est un laboratoire, c'est un processus d'apprentissage, et il nous faut tous entrer dans ce processus d'apprentissage. C'est-à-dire que ce qui n'existe pas, c'est que nous n'avons pas partout, et pour tous les âges, à tous les âges de la vie, des sortes d'instituts européens qui nous forment tous à ce qu'est l'Europe. On ne sera pas des citoyens responsables si on ne sait pas qu'est-ce que c'est que l'Europe et qu'est-ce que c'est qu'on est en train de bâtir. Si ça continue à être une affaire de spécialistes et que dès lors que l'on aborde les questions européennes, ça devient du jargon, tout le monde s'en désintéresse. On peut faire toutes les réformes institutionnelles que l'on veut, on peut changer la nature des partis politiques et le statut des députés européens. Si une grande majorité des citoyens que nous sommes, que vous êtes, nous n'allons pas voter, qu'est-ce que ça va changer?
pas grand-chose au niveau de la légitimité de l'Europe. Et alors, dans la mondialisation, pour revenir à notre sujet, et à l'échelle internationale, si nous n'avons pas cette légitimité, si nous ne pouvons pas nous appuyer sur l'adhésion de nos populations, l'Europe reste une utopie, une idée vague. Et pourtant, je voudrais vous dire que ce n'est pas une utopie, loin de là. Elle fait partie de notre quotidien. C'est un ensemble qui ne cesse de grandir aussi bien géographiquement par le nombre d'États membres qu'au niveau de ses prérogatives. Donc, ça n'est vraiment pas une réalité qui fait partie des livres et des utopies, mais c'est vraiment, encore une fois, ce qui peut le plus nous enthousiasmer. C'est le projet politique qui a le plus d'essence de nos jours, qui soit porteur de sens, pour donner une alternative au monde. Le monde, ça n'est pas seulement la compétition ou les relations de pouvoir et de conflit. L'Europe montre qu'il existe d'autres alternatives et parmi ces alternatives, ce processus de bâtir l'unité dans la diversité, de fonder les relations sur des relations contractuelles, de prendre des décisions sur le modèle consensuel et d'aller dans le sens d'une construction fédérale pacifique, c'est quelque chose de réel, mais qui est à approfondir. Donc vraiment, je me tourne vers vous pour vous dire que ce grand projet qui a été porté par des visionnaires, des hommes extraordinaires, il est votre cadeau. Et c'est à vous de savoir comment développer ce cadeau. Et aujourd'hui, dans les formes de démocratie dans lesquelles nous vivons, et grâce aux réseaux de communication qui ont permis cette mondialisation, vous avez beaucoup plus de pouvoir de pression que vous ne pouvez l'imaginer. Et je vous invite vraiment à utiliser ces techniques pour faire entendre votre voix et proposer un approfondissement de cette Europe qui s'est beaucoup élargie, mais sans s'approfondir suffisamment.